Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Les premiers secours. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 12 septembre. Il faut savoir que samedi, nous étions le 9 septembre et qu'il s'agissait de la journée mondiale des premiers secours. Alors aujourd'hui, je reçois Marie-Astrid Dussol, infirmière urgentiste, pour aborder ce sujet-là si important pour chacun. En effet, entamer une discussion sur les gestes de premiers secours, c'est plonger dans l'univers essentiel de la réactivité et de l'empathie humaine. Que vous soyez en train de vaquer à vos occupations quotidiennes ou que vous vous trouviez face à une situation critique, avoir la connaissance des gestes de premiers secours peut faire la différence entre la vie et la mort, entre la guérison et la détérioration. Dans cette émission, nous allons plonger dans l'importance cruciale de ces gestes, découvrir quelques-unes des compétences clés à acquérir et comprendre comment chacun de nous peut devenir un maillon vital de la chaîne de secours. Bonjour Marie-Astrid. Bonjour à tous, donc je suis Marie-Astrid Dussol, infirmière urgentiste. Je te remercie donc d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous, merci à tous. Et donc, on va commencer l'interview. Alors, cette interview, je veux qu'elle soit vraiment dynamique. Donc, je vous propose à toutes et à tous, auditrices et auditeurs, de vous mettre en situation de témoin, d'accord ? Pour bien, pour qu'on assimile bien les choses. Donc, je suis témoin d'une situation d'urgence. En premier lieu, qu'est-ce que je fais ? Je suppose que je dois protéger la victime. Qu'est-ce que je dois faire en premier lieu ? Tout à fait. Alors en premier lieu, ce qui est très important, c'est d'abord de se protéger soi-même. Bien sûr, on a envie d'aller porter secours, on a l'adrénaline qui commence à arriver, etc. Mais la première chose, c'est de se protéger soi-même parce que même dans l'urgence, il faut prendre en compte le risque infectieux. Donc, c'est notre ennemi en premier temps. Alors, attention, d'abord, on se protège soi-même, puis on ira protéger la victime, et en troisième lieu, on ira protéger les personnes autour. Mais tout d'abord, c'est nous-mêmes qu'on doit se protéger. Alors, on va parler de 3 points, de 3 situations d'urgence en premier, dans le cas de la protection. Donc, en cas d'accident de la route, qu'est-ce qu'on fait ? On est témoin, là, maintenant, tout de suite, d'un accident de la route. Alors, imaginez, vous êtes dans votre voiture et vous voyez sur votre droite un accident de la route qui vient d'arriver. Première chose, si vous êtes dans votre voiture, vous allez vous garer derrière la voiture qui a été accidentée. Première chose, c'est toujours après l'accident, jamais avant. Donc, première chose, vous vous garez. Après, vous éteignez le contact de votre véhicule, vous serrez le frein à main et vous mettez votre gilet de secours, le gilet jaune, le fameux gilet jaune. 1 € dans toute station-service. N'hésitez pas à en avoir autant que de passagers que vous avez dans votre véhicule. Vous portez chacun votre gilet jaune. Vous sortez de la voiture. Les personnes qui sont dans votre véhicule, je vous conseille de les mettre derrière la glissière de sécurité s'il y en a une pour les protéger. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre votre triangle de signalisation et aller l'amener à 30 mètres, une distance minimum de 30 mètres avant le véhicule accidenté pour baliser la zone, pour la protéger. À ce moment-là, vous avez protégé l'environnement, vous avez vu comment se dessine l'environnement tout autour de vous et vous allez pouvoir aller voir la voiture accidentée. À ce moment-là, vous allez voir devant la voiture s'il n'y a pas de problème comme un feu, une fumée ou autre. À ce moment-là, vous pouvez vous approcher sans problème. Je vous conseille de couper le contact de la voiture et de serrer le frein à main s'il y a besoin de cette voiture parce que sinon elle peut bouger et à ce moment-là, les dégâts peuvent être un peu plus importants. Par rapport aux personnes dans la voiture, je vous conseille, première chose, vous allez paniquer, mais c'est normal. Première chose, je vous conseille de vérifier l'état de conscience de ces personnes dans la voiture. Si par exemple, il y a 5 personnes, 2 à l'avant, 3 à l'arrière, vous regardez pour ces 5 personnes leur état de conscience. Généralement, la personne va être, soit elle va être en train de crier, soit elle va avoir peur, etc. Mais vous leur posez des questions, vous vérifiez qu'elles soient bien conscientes. Pour les personnes conscientes, ok. Pour les personnes qui sont inconscientes, il va falloir vérifier leur respiration, c'est-à-dire vous vérifiez comment elles respirent. Vous essayez de voir au niveau de leur thorax, les mouvements thoraciques. Sur 10 secondes, il faut avoir 2 mouvements thoraciques. D'ailleurs, ça, on va l'aborder ensuite. Quels sont les gestes de premier secours ? Donc ça, c'était vraiment en cas de... Donc, je suis témoin d'un accident de la route. Ça, c'est ce qu'on doit faire en premier lieu. Tout à fait. En cas, maintenant, on peut parler de l'électrocution. Je vois une personne là qui vient de se faire électrocuter. Qu'est-ce que je fais ? Alors, premièrement, il faut bien différencier électrisation et électrocution. Électrisation, c'est le passage d'un courant électrique dans tout le corps qui provoque des blessures plus ou moins graves. Et couramment employé à la place de ce terme, le mot électrocution, lui, n'a pas
portant le même sens. Il désigne surtout exclusivement les cas d'électrisation entraînant un décès, c'est-à-dire que la personne va toucher par exemple une prise électrique et va tomber d'un coup au sol, va être électrocutée du coup, c'est-à-dire qu'elle va avoir un arrêt cardiaque. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait là ? Pour cela, première chose, vous allez avoir envie de foncer voir la victime. Non, ne pas toucher le patient parce que sinon, vous aussi, vous allez être électrisé ou électrocuté. Donc, première chose, il faut couper le courant, le fameux disjoncteur. Vous allez tout de suite aller chercher le disjoncteur, couper le courant et à ce moment-là, vous pourrez vous approcher de la victime pour voir son état. Ok, merci. Et troisième point, incendie. Je suis témoin d'un incendie. Qu'est-ce que je fais ? Alors, première chose, vous allez alerter immédiatement les pompiers ou alors peut-être qu'il y a une alarme à actionner. N'hésitez pas à actionner cette alarme. Par rapport à l'extincteur qu'on voit souvent, il est utile que les 3 premières minutes. Donc, en fonction, vous voyez s'il y a besoin d'utiliser cet extincteur. Ne pas utiliser les ascenseurs ou les monte-charges. Se couvrir en se protégeant au niveau du visage. Vous allez couvrir votre visage. L'air frais et respirable est toujours au plus près du sol puisque la fumée va monter. Donc, n'hésitez pas à rester vers le bas le plus possible. Et s'il y a des personnes autour de vous que vous voyez vraiment qui sont près de vous, vous pouvez les tirer par des axes importants, par exemple par les poignets. Vous pouvez la sortir par les poignets ou au niveau des pieds. N'hésitez pas à les aider. Ok, merci. Donc là, je suis témoin d'une situation d'urgence. En premier lieu, je me protège et je protège la victime, les victimes. Donc on a parlé accident de la route, électrocution, incendie. Deuxième étape, j'alerte les secours. Donc, quels sont les numéros d'urgence à connaître, s'il te plaît, Marie-Astrid, auditrice, auditeur, je vous laisse les noter. On peut, dans l'urgence, oublier. Dès que vous avez vu la victime de la tête aux pieds, que vous avez pu identifier son sexe, son âge apparent et les signes évidents qu'elle présente, vous pourrez vous-même alerter ou demander à une tierce personne d'alerter. C'est vous qui êtes le premier maillon de la chaîne de secours, donc c'est très important. Il y a plusieurs numéros à connaître. Le premier, c'est le 15, le SAMU. Le SAMU, vous allez les appeler pour tout problème urgent de santé. C'est un secours médicalisé. Deuxième numéro à connaître, le 18, les pompiers, pour tout problème de secours. Troisième numéro à connaître, le 112, qui est le numéro d'appel européen. Dans n'importe quel pays d'Europe où vous vous trouvez, vous allez pouvoir contacter le 112. Ensuite, il y a le numéro 17, c'est la police pour tout problème de sécurité ou d'ordre public. Et enfin, dernier numéro à connaître, c'est le 114. Il s'agit d'un SMS ou d'un fax. C'est pour toutes les personnes qui sont sourdes, malentendantes, les personnes handicapées, muettes. Vous avez votre mâchoire qui a été cassée, vous êtes devenu sourd à cause d'un choc, vous avez été agressé, victime de violences, d'attentats, de menaces. Pour alerter discrètement les secours, à l'insu de l'agresseur, vous pouvez envoyer ce SMS au 114. Écoute, merci. Donc, j'imagine que le message doit être clair, précis. Et j'ai noté aussi qu'il ne faut jamais raccrocher en premier. C'est ça, c'est d'abord les secours qui raccrochent et ensuite on organise l'arrivée des secours. C'est Tout à fait. Par rapport au message que vous allez transmettre, l'important est de dire « je suis, je vois, j'ai fait ». Donc « je suis », se présenter, votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. D'ailleurs, j'insiste sur le fait qu'il faut garder le téléphone disponible après avoir raccroché en cas de rappel des secours. Deuxième chose, vous allez vous localiser précisément, donner l'étage, donner les codes s'il y a besoin, des codes de l'appartement ou de la maison, donner le plus d'informations possible pour que les secours arrivent facilement jusqu'à vous. Ensuite, donner effectivement la nature du problème, pourquoi vous appelez, les risques éventuels ou persistants, par exemple un dégagement de fumée, un début d'incendie ou autre. Le nombre de personnes concernées, c'est très important, puisque s'il y a 5 personnes concernées, il va falloir engager davantage de véhicules pour venir à votre secours. L'état apparent de gravité, c'est-à-dire est-ce que la personne est consciente ou inconsciente, et si elle est inconsciente, est-ce qu'elle respire ou pas. Les gestes effectués, et si vous avez des personnes ressources autour de vous. Et en dernier, bien sûr, attendre les conseils. Tout est enregistré, donc n'hésitez pas à effectuer les conseils que le docteur vous donnera au niveau de l'appel téléphonique et toujours attendre ou alors demander « est-ce que je peux raccrocher ?» À ce moment-là, le médecin vous dira « oui, vous pouvez raccrocher », mais toujours attendre que ce soit lui qui vous le dise. Exactement. Merci. Donc, juste, si jamais vous n'avez pas de réseau ou pas de portable, pas de téléphone fixe, il y a aussi les bornes d'urgence qui sont sur les aires d'autoroute. Alors maintenant, on va parler des gestes de premier secours. On va parler d'hémorragie, étouffement, malaise, brûlure, traumatisme,
inconscient qui respire, un inconscient qui ne respire pas. En cas d'hémorragie, quels sont les gestes de premier secours à effectuer, s'il te plaît, Marie-Astrid? Alors, l'hémorragie, pour rappel, c'est un écoulement de sang abondant et continu qui imbibe un mouchoir en papier en quelques secondes et ça ne s'arrête pas spontanément, contrairement à une plaie. Ainsi, c'est une urgence vitale. Donc, premièrement, vous allez constater cette hémorragie, c'est-à-dire le plus souvent elle est évidente, mais elle peut être masquée par rapport à la position du corps ou par rapport à un vêtement. Donc, vous constatez cette hémorragie. Deuxième chose, vous allez comprimer immédiatement, localement, avec votre main et très fort si vous êtes protégé, en interposant si possible un tissu propre ou faire comprimer par la victime elle-même. Si elle est encore consciente, elle peut elle-même comprimer le temps que vous fassiez en sorte de trouver la protection nécessaire pour faire attention à vous. Troisième chose, vous allongez tout de suite la victime, l'allongez au sol, en position d'attente adaptée. Imaginez que la personne est une bouteille d'eau. Si vous la laissez debout, le cœur va avoir plus de problèmes pour envoyer le sang vers le cerveau. Alors que si vous allongez la bouteille, que vous allongez la personne, le cœur va avoir beaucoup plus de facilité à envoyer le sang vers des pieds jusqu'à la tête, jusqu'au cerveau. Donc allonger la victime, c'est très important. Et puis après, en fonction de ce que vous avez, de toute façon, vous allez alerter. Et si vous êtes quelque part chez vous, vous pouvez prendre, par exemple, des compresses que vous allez mettre sur la plaie avec une bande pour bien faire ce qu'on appelle un pansement compressif. Si vous n'avez rien, vous continuez à comprimer la plaie jusqu'à ce que les secours arrivent pour vous aider. Et attention, dernière chose, toute victime allongée par terre doit être couverte. C'est-à-dire, vous allez couvrir la victime avec un manteau, avec un drap, avec ce que vous avez sur vous. Et c'est important de la rassurer le temps que les secours arrivent. Vous continuez à vérifier qu'elle respire bien et que son pouls continue à battre. C'est-à-dire qu'il y a 2 chiffres à prendre sans matériel. La fréquence respiratoire, c'est le nombre de fois que le thorax va se soulever sur 1 minute. Et autre chiffre à prendre important, la fréquence cardiaque, le nombre de battements que vous pouvez sentir avec vos doigts. Par exemple, en prenant le pouls sur votre poignet, sur 1 minute, ça vous fait 2 chiffres à communiquer au secours. C'est important, ça va vous rassurer et ça va permettre au secours d'avoir un bel aperçu sur votre victime. Merci. Maintenant, on va parler de l'étouffement. Quels sont les gestes de premier secours en cas de... Alors, si vous avez une personne qui s'étouffe, je vous conseille une première question très importante, c'est la seule. Est-ce que vous vous étouffez ? Ça a l'air bizarre comme ça, mais c'est très important parce qu'avec la réponse, vous allez avoir seulement 2 cas de figure. Premier cas de figure, si la personne parvient à vous répondre, c'est-à-dire qu'elle est en train de tousser, donc elle respire, même avec un bruit surajouté, mais elle reste consciente, ça sera un étouffement partiel, c'est-à-dire que le corps étranger va se situer dans une des 2 bronches, donc la personne continuera à respirer. À ce moment-là, il faut absolument ne pas faire de manœuvre de désobstruction. Il va falloir juste encourager la personne à tousser. Vous allez pouvoir l'encourager à se mettre dans une position de confort, c'est-à-dire assis ou demi-assis, et vous allez l'encourager à tousser jusqu'à ce qu'elle puisse cracher son corps étranger qui la dérange. Autre cas de figure, la personne a les mains à la gorge. Elle n'arrive pas à respirer. Elle garde la bouche grande ouverte. Vous voyez qu'elle n'arrive pas à parler, elle n'arrive pas à crier, elle n'arrive pas à respirer et elle commence à perdre conscience. C'est à ce moment-là qu'il faut faire les gestes de désobstruction, c'est-à-dire que vous allez lui taper 5 fois dans le dos entre les 2 omoplates. Si cela n'est pas efficace, vous allez faire les fameuses compressions, la méthode de Heimlich, c'est-à-dire que vous allez faire des compressions au niveau abdominal. Vous allez poser votre main juste au-dessus du nombril, l'autre main sera posée par-dessus et vous allez tirer vers vous et remonter. C'est un mouvement de virgule. Vous faites ça 5 fois. Si ça ne marche pas, vous recommencez. 5 tapes dans le dos, 5 compressions abdominales. Ok, merci. Maintenant, on va parler du malaise. Donc, je suis témoin d'une personne qui fait un malaise. Qu'est-ce que je dois faire ? Quels sont les gestes de premier secours dans ce cas-là ? Alors, le malaise, pour rappel, c'est une sensation pénible qui traduit un trouble du fonctionnement de l'organisme. C'est souvent dû à une modification des conditions de vie, par exemple l'alimentation, le sport, les émotions, ou dû à un problème de santé non connu. À ce moment-là, vous allez regarder, écouter et interroger. Vous allez pouvoir installer la personne en position d'attente, vérifier avec elle ce qu'il s'est passé exactement. Vous allez lui demander de décrire son malaise. Il y a quelques questions importantes à connaître, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lui demander des infos sur elle, c'est-à-dire ses antécédents,
Est-ce qu'elle a eu des hospitalisations récentes? Est-ce qu'elle a des allergies? Ou encore, est-ce qu'elle prend un traitement actuellement? Ok. Donc, vous allez poser toutes ces questions et vous allez pouvoir transmettre toutes ces informations au SAMU que vous allez appeler, donc le numéro 15. Merci. Maintenant, on va parler des brûlures. Donc, il y a des brûlures liées au feu et il y a aussi des brûlures chimiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, Marie-Astrid? Tout à fait. Tout d'abord, se protéger, on le rappelle, c'est le plus important. Ensuite, si vous pouvez, vous allez supprimer la cause de la brûlure. Vous allez alerter au numéro adéquat. Ne jamais retirer un vêtement qui est collé sur la peau s'il y a eu une brûlure. Évaluer la gravité. Alors, pour savoir l'étendue de la brûlure, vous allez prendre la paume de votre main. Ça représente 1%. Donc, vous allez pouvoir voir à peu près en pourcentage le degré de brûlure. L'évaluation est très importante. Vous allez pouvoir la communiquer au secours à ce moment-là. Ensuite, par rapport à cette brûlure, première chose, vous allez la refroidir, c'est-à-dire le plus rapidement possible. Vous allez la mettre sous l'eau tempérée et vous allez laisser l'eau ruisseler pendant environ 10 minutes. Vous allez voir, ça va avoir un effet qui va calmer la douleur, donc très important. Eau tiède, froide. De l'eau tempérée, c'est entre 15 et 25 degrés. Okay. Avant, ils disaient 15 degrés, maintenant ils disent entre 15 et 25 degrés. Ok, merci. Vous allez ensuite pouvoir sécher la peau en tamponnant et sans frotter et surveiller l'évolution. Pour une brûlure interne, par exemple, la personne a ingéré un produit chimique, elle a bu de la javel ou autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout, ne pas demander à la personne de boire ou de vomir parce que ça va faire effet yo-yo. Donc, mettre la personne sur le côté, conserver l'emballage si vous l'avez encore de, par exemple, la bouteille de javel pour pouvoir transmettre les informations. À savoir qu'ici à Marseille, il y a un centre anti-poison et un centre de toxicovigilance qui se trouve à l'hôpital Sainte-Marguerite. Le numéro de téléphone est le 04 91 75 25 25. N'hésitez pas à les contacter pour avoir un avis par rapport à ce que la personne aura pu ingérer. Merci. Maintenant, on va parler des traumatismes. Traumatisme des membres, traumatisme du dos. Quels sont les gestes de premier secours à effectuer? Alors là, ça va être de l'observation. Vous allez rechercher les signes suivants. Est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce qu'il y a un œdème, c'est-à-dire un hématome, un bleu? Est-ce qu'il y a une impotence, c'est-à-dire que la personne n'arrive pas à bouger son membre? Est-ce qu'il y a une déformation visible? Vous avez l'impression que la partie blessée présente une déformation ou n'est pas conforme à ce que vous attendiez. Est-ce qu'il y a une plaie grave, une plaie qui saigne, par exemple, on revient à l'hémorragie? Est-ce qu'il y a une fracture ouverte? Est-ce qu'il y a un trouble sensitif, c'est-à-dire que vous allez demander à la personne en appuyant sur un de ses membres, est-ce qu'elle vous sent? Et elle vous dira non. À ce moment-là, encore, c'est un signe inquiétant. Est-ce qu'il y a un hématome ou autre et la circonstance dans laquelle est apparu ce traumatisme? S'il y a une plaie, vous allez pouvoir la nettoyer avec ce que vous avez à ce moment-là. On nettoie toujours du centre vers la périphérie, c'est-à-dire en escargot, avec de l'eau courante si vous avez, ou de l'eau en bouteille, ou alors du sérum physiologique. Si la plaie est souillée, n'hésitez pas à utiliser du savon. Ensuite, il faudra rincer abondamment pour enlever tous les souillures. Vous pouvez utiliser des compresses si vous avez, et protéger en dernier lieu avec un pansement. Toujours demander si la personne a bien eu son vaccin antitétanique. Maintenant, c'est à 25 ans, 45 ans, 65 ans qu'il faut faire ce fameux vaccin pour toute plaie. N'hésitez pas à demander où en est l'état vaccinal de ce patient. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler de la victime qui est inconsciente. Donc, il y a deux choses. Soit cette victime-là est donc inconsciente mais respire, soit elle ne respire pas. Donc, quels sont les gestes de premier secours à réaliser dans ce cas-là, s'il te plaît? Alors, pour vérifier que la personne est inconsciente, vous allez aller près d'elle et vous allez lui demander 2 ordres. Vous allez lui parler fort en lui demandant « Madame ou Monsieur, si vous m'entendez, ouvrez les yeux, serrez-moi les mains ». Très important de demander de serrer les 2 mains. Si la personne ne répond pas à ces 2 ordres simples que vous avez dit de façon forte, on va dire qu'elle est inconsciente. Toute victime inconsciente entraîne un appel au 15, au SAMU. Tout de suite, vous alertez. En même temps que vous alertez, vous allez vérifier si la personne respire. Pour cela, je vous conseille de libérer la trachée, c'est-à-dire les voies aériennes supérieures, en basculant la tête prudemment en arrière. Vous allez relever le menton.
en même temps, vous lui ouvrez la bouche, vous allez mettre votre oreille sur sa bouche et vous allez regarder le thorax, c'est-à-dire la poitrine du patient. Vous allez regarder ce thorax pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes, il faut que vous ayez vu 2 mouvements respiratoires, c'est-à-dire que vous ayez vu le thorax se relever 2 fois. Si la personne respire, vous pouvez la mettre sur le côté, c'est-à-dire en PLS, en position latérale de sécurité. Si elle ne respire pas, vous allez commencer le massage cardiaque. Merci. Donc, quels sont les signes de l'arrêt cardiaque, s'il te plaît? Et d'abord, qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? Alors, un arrêt cardiaque, en fait, c'est quand le cœur ne fonctionne plus ou alors il fonctionne de façon anarchique. Cela ne permet plus d'assurer l'oxygénation du cerveau. Donc, en cas d'absence de contraction efficace du cœur et par rapport à l'arrêt de la circulation sanguine, on va considérer que la personne est en arrêt cardiaque. Les signes que vous pouvez avoir. Donc, première chose, c'est une douleur qui serre la poitrine. C'est une douleur permanente qui est angoissante, qui peut irradier de la main gauche jusqu'au bras et jusqu'au cou. Généralement, c'est côté cœur, donc côté gauche. Le souffle court. La personne peut aussi montrer des signes de nausée, de vomissement, d'anxiété, sueur ou étourdissement. Ok. Et donc, qu'est-ce que le massage cardiaque? Comment ça fonctionne? Alors, en fait, par rapport au massage cardiaque, le but, c'est de maintenir une circulation sanguine grâce à ce massage. Le cœur, c'est une pompe. À ce moment-là, la pompe ne fonctionne plus, donc vous allez devoir remplacer le cœur. En faisant quoi? En faisant ces fameuses compressions au niveau de la poitrine pour remplacer le mouvement du cœur. Ok. Est-ce que tu peux expliquer, parce que c'est un peu compliqué vu qu'on ne peut pas le montrer, mais est-ce que tu peux expliquer à peu près où on doit mettre les mains? Je sais que c'est difficile parce qu'on peut pas nos auditrices auditeurs ne peuvent pas le visualiser, mais est-ce que tu peux expliquer quand même à la radio comment ça fonctionne? Alors, je vous conseille de vraiment vous mettre le plus près du thorax, de la poitrine du patient, c'est-à-dire que vous avez vos genoux qui vont être collés à son corps. Vous allez vous mettre au-dessus de lui, avec les épaules donc au-dessus du sternum du patient, les bras bien tendus. Vous allez prendre la ligne mamelonnaire, c'est-à-dire la ligne entre les 2 mamelons du patient. Vous allez mettre vos mains à ce niveau-là, juste au milieu des 2 mamelons, et vous allez commencer à comprimer la poitrine. Alors, c'est assez important puisqu'il va falloir comprimer de 5 cm, donc vous allez peut-être avoir peur, par exemple, de casser une côte, mais il ne faut pas avoir peur de ça. La personne sa santé dépend vraiment de vous, donc n'hésitez pas à y aller, à commencer les compressions. Et puis, pour rappel, vous avez déjà appelé le SAMU quand vous avez vu qu'elle était inconsciente et que vous avez vérifié après qu'elle ne respirait pas. Donc normalement, vous avez déjà le SAMU qui est au téléphone avec vous, avec un auxiliaire de régulation qui est en train de vous inciter à masser. Donc il va pouvoir lui aussi vous expliquer comment faire. Donc l'important, c'est de commencer tout de suite le massage le plus tôt possible. C'est ainsi que vous allez donner les meilleures chances de survie à la personne. Pour information, chaque minute passée où il n'y a pas de massage, c'est 10% de chances en moins de récupérer la victime. Du coup, si vous vous attendez par exemple 8 minutes sans faire de massage, au bout de 8 minutes, les chances de survie de cette patiente seront très limitées malheureusement. Donc, dès que vous y pensez, dès que vous y pouvez y aller, commencez le massage. Il vaut mieux un massage un peu mal fait que rien du tout. Et encore une fois, basez-vous sur le massage. À ce moment-là, le rythme cardiaque, on n'a pas besoin de le prendre parce que ça fait arrêter le massage. Donc la pompe qui a commencé à être réamorcée peut à nouveau être à plat. Donc ne faites que masser. Le bouche à bouche, on n'en parle plus pour l'instant parce que l'important, c'est de masser. Ok, merci beaucoup Marie-Astrid pour avoir répondu à ces questions qui sont très importantes donc sur les premiers secours. Tout d'abord, on protège la victime, on l'alerte les secours et on réalise les gestes de premier secours selon le cas que tu viens d'énumérer. Donc je repars hémorragie, étouffement, malaise, brûlure, traumatisme. Inconscient qui respire, inconscient qui ne respire pas avec l'arrêt cardiaque. Je voudrais également parler de la journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale. C'était également samedi 9 septembre. Alors, qu'est-ce que le syndrome d'alcoolisation fœtale? Eh bien, ça désigne toutes les répercussions physiques, cognitives et comportementales liées à l'exposition à l'alcool pendant la grossesse. Il faut savoir que l'alcool passe la barrière placentaire et peut donc entraîner des conséquences qui sont irréversibles sur le développement du fœtus. Il s'agit de la première cause d'handicap mental non génétique. Merci à toutes auditeurs
et auditrices. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecca@radiojm.fr. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Marie-Astrid. Belle journée à tous et merci à vous. Retrouvez les interviews santé de Rebecca.